Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. C'était l'une des réformes majeures de l'année 2018. La réforme de la SNCF doit être maintenant appliquée sous forme de décret pour lancer l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. En décembre 2019, les lignes régionales verront l'arrivée de nouveaux opérateurs et en décembre 2020, ce sont les lignes TGV nationales qui seront ouvertes à la concurrence. Alors pour faire le point sur l'application de cette loi, le Sénat a mis la semaine dernière autour de la table la SNCF, les nouveaux acteurs et les autorités de régulation. Et vous allez le voir, la bataille du rail a déjà commencé entre l'opérateur historique, la SNCF, et les nouveaux entrants sur le marché. Tout de suite, l'audition. Nous avons souhaité ce matin organiser une table ronde consacrée à l'application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, loi qui a été promulguée le 28 juin dernier, 28 juin 2018, pardon, et qui avait trois objectifs. Le premier, de faire en sorte que les conditions d'une ouverture à la concurrence soient réunies pour qu'elle soit réussie. Le deuxième objectif, c'était de préserver les dessertes, et notamment les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire. Et le troisième objectif, c'était de renforcer les garanties offertes aux salariés. Pour mémoire, je vous rappelle que l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs débutera en décembre de cette année pour les services conventionnés et en décembre 2020 pour les services non conventionnés. La loi qui a été adoptée prévoyait, comme il se doit, un certain nombre de mesures d'application. Lorsque nous avons dressé le bilan d'application des lois au 31 mars dernier, nous avons constaté que 9 décrets avaient été publiés, ce qui représentait un taux d'à peu près 63%, et que 2 ordonnances avaient été à cette date également prises. Depuis, de nouvelles mesures ont été publiées, notamment l'ordonnance relative au groupe SNCF qui a été publiée le 3 juin dernier et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est aujourd'hui de voir comment cette loi se met en œuvre et de voir si, ce qui n'est pas toujours le cas, nous le savons bien, si la volonté du législateur a été respectée. Pour participer à cette table ronde et pour répondre à cette question, nous avons invité M. Papinouty, qui est directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, depuis pas très longtemps, mais qui œuvrait déjà sur ce sujet, puisqu'il a eu de nombreuses responsabilités dans le secteur et qui était notamment directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à l'époque. Le président Bernard Roman, que l'on connaît bien puisqu'on a l'occasion de l'auditionner régulièrement et qui est, comme vous le savez, le président de l'ARAFER. Frédéric Saint-Jour, qui est le président du conseil de surveillance de SNCF, les pics de tête. Monsieur Stenmetz, qui est le président de l'Association française du rail, qui est l'association qui regroupe on va dire les nouveaux entrants du secteur, pour faire simple. Et puis Monsieur Tabarot, qui est vice-président délégué au transport, à l'intermodalité et au déplacement de la région sud, parce que j'ai appris qu'on ne disait plus PACA. Au Quenon. Je ne le savais pas. Vous voyez, cette table ronde m'a permis que je me mette à jour. En disant ça, j'étais mal reçu. Merci beaucoup. Donc, je répète qu'on ne dit plus PACA, mais qu'on dit région sud, et je souhaite non seulement que ce soit mis au procès-verbal, mais que chacun d'entre vous le note. Quatre grands thèmes qui sont d'ailleurs liés donnent aujourd'hui lieu à débat, et je crois que c'est important que nous puissions justement ce matin les évoquer. C'est bien sûr l'ouverture à la concurrence. Plusieurs régions, dont la région sud, mais aussi la région Hauts-de-France, se sont lancées dans une démarche d'ouverture de leurs lignes à la concurrence. Certaines régions ont constaté que SNCF Mobilité n'avait pas transmis les informations nécessaires à l'ouverture de la concurrence. Et il y a là évidemment un vrai enjeu. Donc je pense que le représentant de la région sud pourra nous en parler et les nouveaux entrants aussi, car il est évident qu'en termes d'ouverture à la concurrence, la transmission des données est tout à fait essentielle. Et à cet égard, l'ARAFER, dans son avis du 13 juin dernier sur le décret le projet de décret relatif aux données concernant l'ouverture à la concurrence des services conventionnés, a considéré que ce projet de décret compromettait gravement l'objectif de la loi. Le président de l'ARAFER nous en parlera et M. Papinouty nous dira si, comme je l'espère,
il a tenu compte des remarques de l'ARAFER et si, comme je le souhaite, le décret qui sera finalement publié permettra que les données dont on a besoin pour qu'il y ait une vraie concurrence et que les entreprises concurrentes de SNCF Mobilité puissent répondre sont satisfaisantes. Enfin, l'ARAFER a donné récemment ses lignes directrices pour l'ouverture à la concurrence des services non conventionnés. Je pense que le président Roman pourra nous en parler. De cette ouverture à la concurrence découle un second enjeu qui est celui de la gouvernance de SNCF et notamment de l'indépendance de SNCF Réseau. Je me souviens que ça avait été au cœur des discussions de la CMP de l'époque. Et à cet égard, l'ARAFER a récemment relevé que l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF risque de porter atteinte à l'égalité d'accès au réseau entre les différents opérateurs. Sûrement, vous pourrez certainement revenir sur ce sujet. Vous avez clairement identifié que le fait qu'il y ait au conseil d'administration d'SNCF Réseau une majorité de membres nommés par la société nationale SNCF, qui est un peu la société qui chapeaute à la fois SNCF Réseau et SNCF Mobilité, est de nature à poser problème par rapport à cette bonne concurrence entre les différents opérateurs. Troisième sujet, c'est la question du devenir des salariés en cas de changement d'attributaire. L'article 16 de la loi prévoyait un accord de branche ou à défaut un décret en Conseil d'État pour déterminer les modalités d'élaboration de la liste des salariés transférés. Ce décret a été publié la semaine dernière et je pense, M. Papinouty, que vous pourrez nous en dire plus sur le contenu de ce décret. Enfin, dernier enjeu, et pas des moindres, celui de l'aménagement du territoire. Je rappelais que nous avions été très attentifs au Sénat sur le fait que l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire ne se traduise pas par un abandon des lignes d'intérêt local au profit des grandes lignes. Des dispositions ont été insérées au Sénat récemment dans le cadre de la LOM pour que certaines lignes puissent être transférées lorsqu'elles sont d'un intérêt local ou régional aux collectivités concernées. Et nous souhaiterions évidemment que l'AFRA et la SNCF nous fassent part de leurs réflexions sur le sujet. Voilà quelques points non limitatifs, mais déjà importants sur le sujet qui nous réunit ce matin, sur lesquels nous aimerions entendre les différentes personnalités qui sont autour de moi aujourd'hui. Et je vous propose peut-être que nous commencions par l'Association française du rail, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, représente les nouveaux opérateurs, pour qu'elle nous dise comment elle perçoit la mise en œuvre de cette loi votée il y a maintenant un peu plus d'1 an. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, l'Association française du rail est une association qui regroupe tant des entreprises ferroviaires de voyageurs que de fret. Donc en tant que fret, les entreprises opèrent déjà. En tant que voyageurs, nous avons pour l'essentiel l'entreprise Tello qui exploite donc différentes lignes partant de France pour aller sur l'Italie notamment, que ce soit de la région sud ou de Paris. Au sein de l'association, il y a naturellement la DB, Transdev, Trenitalia, pour citer que quelques entreprises ferroviaires de voyageurs. Si vous me permettez de vous interrompre quelques instants, j'ai oublié de dire que ce serait bien que les interventions liminaires soient relativement synthétiques pour qu'on puisse avoir ensuite des échanges entre les intervenants et surtout que vous puissiez répondre aux questions que mes collègues ne manqueront pas de vous poser. Donc si on pouvait se limiter à 10 minutes, ce serait très bien. Notre position sur la loi en tant que telle, on s'est félicité effectivement de la parution de la loi. Elle prévoit de nombreuses mesures qui doivent être prévues par décret ou par ordonnance. Un travail considérable a été fait, on ne peut que le saluer. Il n'en reste pas moins que, pour venir à l'essentiel, il y a 2 textes importants qui restent en cours de négociation, nous semble-t-il, ou en attente de publication. Et on aimerait s'y arrêter quelques instants. Il y a le décret donné, qui nous semble particulièrement important, et il y a également la convention collective de branche qui doit être adoptée par accord de branche. Cependant, comme ça a été souligné, en cas d'échec, le gouvernement est habilité à établir une convention collective. Les inquiétudes des acteurs ferroviaires sur les suites de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, pour nous, il y a des barrières qui existent.
à l'entrée du marché. La première, on souligne une inéquité concurrentielle dans le calcul de la masse salariale. Nous souhaitons, et là il faut bien le préciser, en tant qu'entreprise ferroviaire, nouvelles entrantes, uniquement une équité de traitement entre la SNCF et nous. Certainement pas plus, mais non plus pas moins. Nous ne sommes pas là pour faire du dumping social, réduire les droits des cheminots. Nous considérons qu'il y a des cheminots qui ont une forte valeur, qui ont été très bien formés, et nous considérons qu'il faut savoir gérer au mieux leur transfert. Cela dit, il faut éviter toute distorsion. Aujourd'hui, il y en a une qui apparaît dans le décret du 26 décembre 2018 relatif au transfert du contrat de travail entre des salariés en cas de changement d'attributaire. Cette distorsion est la suivante, à notre sens. Les candidats qui répondent aux appels d'offres doivent appliquer les mêmes règles pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En matière de calcul de la masse salariale, le candidat sortant va appliquer effectivement la masse salariale en tant que telle, sans forcément retenir les éléments variables. Les nouveaux entrants seront tenus de prendre en compte les éléments variables dans la rémunération fixe des salariés transférés, et naturellement, il y a de nouveaux éléments variables derrière. Donc, on continuera sur ce point-là à marquer clairement la différence qui existe entre la SNCF, opérateur historique, et les nouveaux entrants. On considère qu'on sera amené à subir une distorsion en la matière. Pourquoi? Parce que la masse salariale des nouveaux entrants sera donc mécaniquement supérieure à celle de l'opérateur historique. Deuxième point qui nous semble particulièrement sujet à attention, qui devrait faire prêter toute notre attention et sans doute être travaillé plus avant, c'est ce qu'on pourrait appeler les listes de données à communiquer aux nouveaux entrants concernant le matériel et la maintenance. Aujourd'hui, le projet de décret relatif aux informations portant sur les contrats de service public de transfert de voyageurs détaille à l'annexe 1 de l'article 2 la liste des informations qui doivent être transmises par l'opérateur sortant à l'autorité organisatrice. De même, l'article 7 précise les informations devant être transmises par l'autorité organisatrice aux opérateurs économiques dans le cadre d'un appel d'offres. On peut constater qu'il manque le plan de maintenance actualisé. Il y a eu de nombreuses discussions qui ont été menées avec les SNCF depuis 2 ans maintenant. Tout le monde est au courant du dossier. Nous pouvons que regretter que ce point qu'on n'ait pas trouvé d'accord et qu'à ce jour, malheureusement, on constate une absence d'accord entre les parties et donc on demande bien aux législateurs de prendre les positions qui s'imposent. Il nous semble nécessaire que, pour des raisons de sécurité, les nouveaux entrants bénéficient d'un plan de maintenance actualisé. Il nous semble difficile de prendre du matériel et devoir mettre en place ou partir simplement d'un plan de maintenance constructeur, sachant que le matériel n'a pas 1 an, mais a plusieurs années, et donc il a vécu. C'est un point qui nous semble mériter attention. Je suis persuadé qu'on arrivera à une solution, d'autant plus qu'au point de vue juridique, l'analyse que nous faisons, c'est qu'au niveau européen, les textes sont relativement clairs. À la fois le règlement d'exécution de la Commission européenne du 16 mai 2019, et qui dit clairement que lorsqu'il y a changement d'entité chargée de l'entretien, le détenteur, conformément à l'article 46, paragraphe 6, informe immédiatement l'entité d'enregistrement visée à l'article 4, etc., de la décision de la Commission et demande la mise à jour des véhicules. Dans ce cas, la précédente entité chargée d'entretien remet sans délai la documentation d'entretien au détenteur. Donc pour nous, les textes sont clairs et on aimerait bien qu'il n'y ait pas de flou en la matière. Un autre point d'attention, et je m'en arrêterai là en préliminaire, il nous semble important qu'il y ait une vraie indépendance du gestionnaire d'infrastructure. Elle nous semble menacée. L'autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières, donc a pointé du doigt le manque de garanties permettant d'encadrer l'indépendance du gestionnaire d'infrastructures. Nous sommes tout à fait en phase avec l'ARAFER sur ce point, et il nous semble nécessaire, j'allais dire, que SNCF Réseau ait des membres indépendants au niveau du conseil d'administration. D'autant plus que déjà, pour un certain nombre de dirigeants de SNCF Réseau, on peut observer que ce sont des dirigeants qui passent de SNCF Mobilité à SNCF Réseau dans des délais très proches et que les gestions de carrière se font aujourd'hui entre les deux entités, ce qui peut nous sembler dérangeant à terme. Donc au moins qu'au niveau du conseil d'administration, il y ait bien une vraie séparation. Aujourd'hui, elle nous semble faire défaut. Voilà ce que je voulais dire en 3 points que nous pourrons naturellement creuser. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Jour. Vous avez l'air surpris qu'on vous donne la parole. Non, parce qu'il y avait des textes réglementaires, etc., qui ne dépendent pas de ma décision, évidemment, ni celle de la SNCF. Sur cette ouverture à la concurrence, quand on regarde les textes qui existent aujourd'hui, nous avons un cadre qui est clair, qui est sécurisé, que je considère comme équitable, pour cette ouverture à la concurrence, puisque nous avons un calendrier, nous avons les conditions de transfert des personnels lorsqu'il y a un changement d'attributaire du contrat de service public, nous avons ce qui se passe sur les biens nécessaires à la continuité de l'activité ferroviaire, et l'ARAFER est responsable du test d'équilibre économique lorsqu'il s'agit de nouveaux services en open access. Alors il reste 2 textes effectivement à finaliser et qui sont importants pour l'ensemble du dispositif, qui sont les missions en gare et puis ce que vous avez traité sur les modalités de transmission des données aux autorités organisatrices pour préparer la mise en concurrence. Vu de la SNCF, nous avons des enjeux qui sont parfaitement clairs sur ce point. Nous avons à améliorer la satisfaction de nos clients et pour les fidéliser, en faire venir de nouveaux dans les trains. Et puis nous avons à augmenter la satisfaction des autorités organisatrices vis-à-vis de la qualité de nos services et de nos coûts. Et donc nous avons à améliorer nos services et maîtriser nos coûts. Ce que je voudrais signaler, c'est que dans cette ouverture à la concurrence, il y a déjà des choses importantes qui se sont produites et qui montrent que les efforts que nous faisons portent leurs fruits. Nous avons signé avec l'ensemble des régions des conventions et sur des durées moyennes de 6 ans, ce qui laisse penser qu'effectivement les autorités organisatrices sont confiantes dans le fait que, en attendant l'ouverture à la concurrence, nous pouvons être un interlocuteur valable. La deuxième chose, c'est que nos coûts sont orientés à la baisse. Après avoir augmenté, nous sommes aujourd'hui avec des coûts orientés à la baisse. Troisième élément, c'est que nous avons une augmentation nette de la régularité de nos trains. Et notamment, nous avons battu des records de régularité dans ce début d'année 2019, puisque sur les TER, nous sommes en mai à 94% de régularité, ce qui me paraît pas mal. Et surtout, pour toutes ces raisons-là d'ailleurs, les personnes montent dans les trains. Il y a une progression de 6% du nombre de passagers TER, alors que de 2012 à 2016, il y avait une baisse de ces personnes qui montaient dans les trains. Donc nous avons, me semble-t-il, pris la bonne direction. Et en plus, l'objectif que nous nous sommes fixés avec les autorités organisatrices, c'est d'augmenter de 200 000 personnes par jour les gens qui montent dans les trains TER d'ici 2025. Et bien entendu, avec les autorités organisatrices, nous comptons bien aussi nous battre pour gagner les appels d'offres sur les 12% aujourd'hui de l'offre TER actuelle qui pourrait être soumise à la concurrence dans la durée des conventions que j'évoquais tout à l'heure. Alors il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas complètement tranchés et qui sont relatifs aussi aux textes qui ne sont pas encore terminés. Et là, effectivement, le débat continue et il faudra qu'à un moment quelconque, les responsabilités sur les textes réglementaires soient prises par les gens qui décident.
je considère que sur un certain nombre de points que vous avez évoqués, la position de SNCF est tout à fait défendable. Vous évoquiez le problème des plans de maintenance actualisés. L'idée, c'est effectivement de transmettre aux personnes qui reprendraient le contrat, de transmettre les plans qui ont servi à avoir les certificats de sécurité des matériels roulants. Et ça me semble correspondre à effectivement l'esprit et la lettre des textes. Sur les distorsions de transfert, sur la partie calcul de la masse salariale, ça, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on regarde comment se fait ces calculs, mais je pense que ça ne me paraît pas être un sujet important pour une raison simple, c'est que de toute façon, les coûts pour un opérateur sont complets, et donc y compris les éléments variables. Et donc l'idée que nous pourrions aller à l'appel d'offres en acceptant dès le départ que nous allons perdre de l'argent sur ce sujet-là ne me paraît pas cohérent avec la façon dont les affaires seront gérées dans le futur au sein de la SNCF. Quant à l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure, là je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je suis désolé, je me tourne vers le président de l'ARAFER, je ne suis pas non plus d'accord avec cette idée que l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure est menacée par les dispositifs de l'ordonnance et des décrets, des projets de décrets statutaires que nous connaissons aujourd'hui, puisque c'est l'ARAFER qui, sur avis conforme, dit que oui, c'est le bon dirigeant qui vérifie que pour sa révocation, c'est fait correctement. Il y a tout un dispositif pour éviter effectivement les sujets d'incompatibilité de postes entre les uns et les autres. Sur les fonctions essentielles, puisque c'est ça le sujet, les fonctions essentielles du gestionnaire d'infrastructure, toutes les garanties dans la procédure du conseil d'administration de réseau sont acquises. Et donc, de mon point de vue, je ne vois pas où est le danger de l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure, d'autant que, en plus, sur la gestion même du gestionnaire d'infrastructure, il est bien précisé que les recettes sont affectées à leur objet et il ne peut pas y avoir de transfert entre certaines recettes et certaines dépenses au sein du gestionnaire d'infrastructure. Et en plus, on exige, et ça me paraît très très bien, qu'il y ait un code de bonne conduite, un règlement intérieur du gestionnaire d'infrastructure qui permette quand dis-je, une charte de bonne conduite de façon à ce qu'on écarte tous les dangers qu'il peut y avoir sur ce sujet-là. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous voyons les choses sur ce point. Président, est-ce que j'aborde d'autres sujets, moi, ou je fais juste la réponse à... Écoutez, vous pouvez peut-être très rapidement aborder d'autres sujets, puis de toute façon, on y reviendra dans les questions tout à l'heure. Vous vouliez aborder quel autre sujet ? Sur la gouvernance, puisqu'on a commencé à l'aborder avec ça. Alors, l'ordonnance du 3 juin 2019 et puis les textes, les projets de décrets statutaires que j'évoquais nous ont permis de lancer la consultation des institutions représentatives du personnel le 6 juin au sein de la SNCF. C'est évidemment une étape absolument indispensable pour arriver au 1er janvier 2020 avec la possibilité de transformer les établissements publics d'aujourd'hui en sociétés anonymes du 1er janvier 2020. Et ce dispositif est donc tout à fait en place aujourd'hui et nous permet de respecter ces calendriers, me semble-t-il, sans problème. Et je confirme que, vu des textes, nous considérons qu'on a un groupe qui est unifié, intégré, agile. Il est unifié parce que c'est la société mère qui pilote et anime l'ensemble de la stratégie du groupe et mène un certain nombre de politiques pour l'ensemble du groupe. L'indépendance du gestionnaire d'infrastructure est assurée sur les fonctions essentielles. Et puis, il y a une intégration qui est assurée effectivement par des procédures de vote au sein du conseil d'administration de réseau qui, sur les éléments qui ne concernent pas les fonctions essentielles, permettent l'intégration du groupe avec sa société mère. Et enfin, il y a une association des parties prenantes
avec 2 comités, un auprès de la société mère, un auprès de la société réseau, des parties prenantes. Et le Sénat y sera représenté, qui permet là aussi d'assurer, me semble-t-il, le bon fonctionnement de cette gouvernance. Il reste à faire 2 choses très importantes. Je me tourne vers M. Papinutti. Il reste à signer un contrat entre l'État et la SNCF Réseau et un contrat entre l'État et Gares & Connexions. C'est des éléments importants. On a établi un calendrier qui nous amène au premier trimestre de 2020, ou en tout cas au début de 2020. Et effectivement, c'était un point tout à fait important que nous essaierons de mettre en œuvre pour tenir les calendriers tels qu'ils sont prévus. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en plus sur la gouvernance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Tabarot, au titre de Région de France, puisque j'ai dit qu'il était vice-président de la région Sud, mais je n'ai pas précisé qu'il était là aussi, et surtout au titre de Région de France, donc au titre de l'ensemble des régions, pour donner son point de vue sur cette ouverture à la concurrence. Donc par rapport à ce qui a déjà été dit, et surtout par rapport à votre expérience sur le sujet, nous vous écoutons. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est vrai que j'interviens à 2 titres, à la fois en tant que vice-président de la Commission Transport à Région de France, où je représente le président Neugnot, même si je n'ai pas sa magnifique moustache. Et je représente également la région Sud, comme vous l'avez dit, qui est à la pointe en matière de concurrence. On y reviendra dans un instant, et je pense que le témoignage de ce qu'on vit, puisqu'on est concrètement dedans en ce moment, peut peut-être intéresser un certain nombre de vos commissaires. Le gouvernement a engagé dans le champ des transports et de la mobilité des réformes structurantes qui ont vocation à transformer en profondeur notre politique dans ce domaine. Il s'agit d'offrir enfin à nos concitoyens sur l'ensemble du territoire des solutions de déplacement qui soient à la hauteur de leurs attentes et d'inventer les mobilités du XXIe siècle plus propres, plus durables, plus partagées, des thématiques que vous connaissez tous très bien. L'adoption du nouveau pacte ferroviaire en juin dernier est le premier exemple avec un objectif central, permettre plus d'offres avec un meilleur service au bénéfice des usagers. L'année 2019 marque la poursuite de cette ambition avec, comme vous le savez, un projet qui est venu en discussion chez vous et le projet de loi d'orientation des mobilités. Je crois que vous devez avoir une CMP dans quelques heures peut-être. Tout à fait. Voilà. La loi de 2018 porte des ambitions concrètes et objectivement, nous en sommes gré au gouvernement. L'ambition de porter haut la question des mobilités, l'ambition de faire de la question des mobilités un progrès économique et social pour les usagers, l'ambition de pousser la SNCF à opérer sa propre révolution, l'ambition enfin de ne plus diaboliser la concurrence et de ne plus l'opposer au sacro-saint monopole ferroviaire. Mais dans ce cadre ambitieux que nous saluons volontiers, il convient d'être objectif. Trouvons-nous tout dans la boîte à outils de la loi sur le pacte ferroviaire ? Il y a encore des blancs, voire des absences que vous devez nous aider à remplir. Et je pense que l'échange de ce matin pourra permettre de faire avancer un certain nombre de choses. À l'instar de l'audition de Région de France par l'Assemblée nationale dans le rapport d'évaluation parlementaire sur cette loi, il me revient ici donc de délivrer quelques messages qui nous semblent clés et uniquement guidés par la protection de l'autorité régionale de transport ou des autorités régionales de transport que nous sommes et par conséquent des usagers. Alors des interrogations, bien sûr, ça a déjà été évoqué, demeurent sur les conséquences des ordonnances relatives à la gouvernance de la SNCF au regard des équilibres économiques futurs du gestionnaire d'infrastructures. Une première ordonnance a été adoptée en l'état malgré les remarques des régions et de l'ARAFER pour définir ce que constitue une tarification de l'infrastructure soutenable. Ce débat est récurrent de la part des régions qui voient leur trajectoire de tarification des péages augmenter très régulièrement. Cela devient difficilement soutenable pour nous. Les régions attendent en complément du processus législatif de réels engagements de l'État pour une révision du futur contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau. Nous devons avoir de la visibilité financière, c'est un préalable indispensable de sincérité pour nos finances. De plus, aucune relation réellement contractuelle et responsabilisante avec SNCF Réseau est ancrée.
SNCF Réseau doit être capable de fournir des projections à 10 ans sur les axes ferroviaires, un peu comme on le fait dans le cadre des contrats avec mobilité. Même si je reviens un instant sur ce qu'a dit le président sur les contrats SNCF, il est vrai que mobilité, il est vrai que toutes les régions ont re-signé des contrats, mais à durée beaucoup plus réduite que les précédents contrats. Les usagers et les habitants se dressent très souvent, quelquefois à tort, vers les régions sur les engagements de travaux liés à l'infrastructure. L'aléa ne peut plus être une variable constante d'une politique de maîtrise des infrastructures. J'enchaînerai sur ce thème très rapidement avec la question des lignes fines de desserte du territoire. Un débat transversal dans nos régions, mais qui frappe l'actualité de nos médias chaque jour, au-delà des attendus et de l'attendu rapport Philizot, dont je ne vous cache pas que nous aimerions connaître les détails. Nous souhaiterions avoir un appui méthodologique pour sortir du cercle de réalité que nous vivons sur l'avenir des petites lignes, des élus de terrain qui sont un peu perdus sur ces questions, l'État et SNCF Réseau qui semblent être sans argent, les régions qui sont volontaires mais qui n'ont pas la visibilité, ce que je viens de dire, et un changement stratégique au niveau de la SNCF. Pour les régions volontaires sur un transfert de gestion, nous souhaiterions que la loi puisse offrir une palette de solutions permettant des degrés d'implication divers des régions dans la gestion de l'infrastructure et surtout ne pas donner l'impression que l'État ou que SNCF Réseau se débarrasse du problème. Il faut pouvoir sauver ces lignes, ou en tout cas une grande partie de ces lignes, parce que elles ont l'appellation petite ligne, mais je parle par exemple pour ma région, 2 d'entre elles sont des liaisons une d'entre elles est une liaison vers l'Italie, une autre vers Paris pour le département des Hautes-Alpes en direction de Valence, Briançon, Grenoble, et une autre qui s'occupe de la desserte du pôle économique principal de Marseille. Et excusez-moi d'avoir un petit peu dévié parce que ce sont plus des questions peut-être qui relèvent de la loi d'orientation des mobilités, mais je crois que c'est une grande préoccupation pour vos sénateurs, Monsieur le Président. Enfin, le troisième point, la concurrence. C'est pas un hasard si j'ai été choisi pour porter la voix des régions sur ce sujet, j'y reviendrai dans un instant. Les relations conventionnelles entre les régions et SNCF Mobilité ont progressé par le biais de la loi. Des principes forts ont été ancrés, une ouverture progressive et la liberté laissée aux régions de décider elles-mêmes de leur calendrier, une ouverture à la concurrence qui est équitable grâce à un accès garanti aux données de l'opérateur, à la fois pour la préparation des appels d'offres et tout au long de la vie du contrat. Sur le papier, je rappelle. À ce jour, et je pense que c'est peut-être intéressant d'avoir un point très rapide sur les régions qui se sont engagées et qui ont pleinement pris en compte et appliqué la loi. La plus avancée, j'y reviendrai, est notre région. Pour autant, Grand Est a pré-notifié à la fin du mois de mars pour un volume d'approximativement 3 millions de trains-kilomètres. Donc cette région souhaite inclure dans son appel d'offres une ligne qui combinerait infrastructure et exploitation entre Nancy et Vittel, actuellement suspendue. L'ouverture à la concurrence serait un moyen de rouvrir cette ligne, donc une vision un petit peu différente, mais une application intéressante de votre loi. Le Pays de Loire, qui a inclus un ticket détachable dans sa convention, mais à ce stade, elle envisage plutôt de lancer au préalable un appel à manifestation d'intérêt, comme nous avons eu l'occasion de le faire en région Sud. Auvergne-Rhône-Alpes a inclus également ce ticket détachable. Donc quand on parlait de conventions qui ont été renouvelées, la plupart de ces conventions l'ont été maintenant avec ce ticket détachable qui comprend 2 lignes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvelle-Aquitaine a signé certes une nouvelle convention avec SNCF TER fin avril, mais va, selon le protocole d'accord, comporter 5 lots dont 2 qui pourront être ouverts à la concurrence d'ici la fin de la convention. Normandie est en phase de renégociation avec TER pour sa nouvelle convention.
Bourgogne-Franche-Comté a inclus dans le protocole de sa convention la possibilité d'anticiper l'ouverture à la concurrence après concertation avec les syndicats et les associations d'usagers. Et là, je retrouve bien mon collègue Michel Neugnot dans cette phrase. Enfin, Occitanie et Bretagne qui ne souhaitent pas ouvrir dans l'immédiat à la concurrence avec un positionnement assez clair, et Centre-Val de Loire, dont jusqu'à 2020, une option fin 2022, la région se prononcera au moment de sa renégociation. Enfin, notre région, la région Sud, on a été les premiers à se lancer. Pourquoi on l'a fait? Clairement parce que nous avions le plus mauvais réseau de France, je le dis très clairement, avec des résultats qui étaient assez catastrophiques de la part de la SNCF, notamment une année 2016 horribilis et très compliquée pour les usagers. Et également, quelque part, on a joué le pari de se dire que si on était les premiers, c'était certainement un risque, mais d'un autre côté, ça motiverait probablement des opérateurs à venir s'intéresser à notre réseau et ça allait challenger la SNCF. C'est la raison pour laquelle on a lancé un appel à manifestation d'intérêt où on a eu une dizaine d'opérateurs qui sont venus nous rencontrer, avec lesquels on a échangé sur notre réseau. Et puis, nous avons décidé donc de lancer la prénotification qui est la première étape, comme le prévoit la loi, en février dernier, pour pouvoir lancer l'appel d'offres en février prochain, avec des lots qui ne sont pas des lots qu'on a pris pour se dire « allez, on applique cette loi, c'est un coup de pub, on lance la concurrence ». Non, là on est sur 2 lots qui représentent 6 millions de kilomètres train, qui représentent plus de la moitié des usagers sur l'ensemble du réseau, 60 000 usagers au quotidien. Donc vous imaginez bien qu'on a véritablement besoin que cette loi monte en puissance et nous permette de pouvoir améliorer la qualité du service auprès de nos usagers. Ça a été dit, il y a quelques inquiétudes à la fois concernant un certain nombre de décrets. Les inquiétudes par rapport au décret qui a été pris le 26 décembre dernier relatif au transfert des contrats de travail des salariés. Je ne détaillerai pas ce point, mais ce sera peut-être le cas tout à l'heure. 2 décrets importants étaient prévus pour avril et sont toujours en attente. Le décret sur les données à communiquer par la SNCF, on l'a également évoqué, et on est totalement en phase avec l'avis qui a été rendu par l'ARAFER. Le décret fixant les informations à communiquer aux candidats à la passation d'un contrat de service public. Enfin, 2 autres décrets qui étaient prévus pour juin et qui sont également en attente. Le décret sur la liste minimale des informations nécessaires à l'exploitation du matériel roulant, et ça c'est aussi une grande préoccupation. Enfin, le décret fixant les critères de détermination du volume majoritaire dans le cadre du transfert des ateliers de maintenance. Voilà, les régions ont toujours insisté sur la nécessité de disposer d'un cadre transparent pour pouvoir progresser. En conclusion, si vous me le permettez, le nouveau pacte visant à moderniser notre système ferroviaire est une bonne chose, et on le répète, mais il y a quand même un certain nombre de grands dangers. Pour cela, cette loi mérite d'être encouragée, peaufinée, corrigée de manière constructive. Nous sentons déjà les effets positifs de cette loi parce que depuis cette loi, nos relations avec la SNCF se sont transformées. Alors, est-ce que c'est parce que il y a l'arrivée de ce calendrier? Est-ce que la SNCF s'est un petit peu dit que quelque part, si elle continuait à délivrer un service d'aussi mauvaise qualité dans notre région, elle était susceptible de perdre ce marché comme en perdre d'autres? On voit un effet bénéfique. Une dernière petite inquiétude, et j'en terminerai là, j'ai déjà été trop long. L'ouverture à la concurrence nous pose aussi quelques difficultés avec SNCF Réseau par rapport à l'ouverture des sillons. Certes, nous sommes particulièrement favorables à cette loi, je vous l'ai dit, mais concernant les autres trains, notamment les trains à grande vitesse ou les trains d'équilibre du territoire ou autres, avec des demandes de sillons, de télos, de Flixbus, de la Renfe. Dans les grandes agglomérations, il faut une extrême vigilance sur la capacité ferroviaire de nos infrastructures pour permettre de faire
cohabiter et coexister les TER du quotidien avec ces trains. Et malheureusement, nous assistons à une posture d'SNCF Réseau qui est assez ferme là-dessus, qui refuse de jouer son rôle de garant de la robustesse du catalogue ferroviaire. Et ce débat va être quelque part essentiel pour ne pas polluer le train du quotidien. Vous le voyez, la voie est tracée, les régions sont exigeantes dans leurs demandes, mais elles les considèrent légitimes et elles veulent tout simplement réussir pour l'intérêt général. Merci beaucoup, Monsieur Tabarot. Donc, après avoir entendu, on va dire, les acteurs au quotidien de la mise en œuvre de cette réforme, on va donner la parole au régulateur avant de donner la parole au représentant du ministère. Donc, je donne la parole à Monsieur Roman, président de l'ARAFER, dont je tiens une fois de plus à souligner le rôle utile, n'en déplaise à certains, et la pertinence des avis dans lesquels on se retrouve généralement très très largement. Monsieur le Président Roman. Merci, Monsieur le Président, cher Hervé Maurey, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Un an et quelques jours après le vote de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, je ne voudrais pas que mon propos soit négatif. J'ai aussi envie de dire des choses positives. Si on était un an avant, plaçons-nous un an avant, je crois que personne autour de cette table n'aurait pensé que ce nouveau pacte serait voté. Personne n'aurait pensé que la question pourtant centrale de la dette, dont on ne parle plus, serait réglée. Et personne n'aurait pensé que le 4e paquet serait transposé aussi rapidement. Et donc, élément positif, élément de satisfaction pour commencer, tout en disant que pour faire cela, le gouvernement a choisi de délibérer avec une loi d'habilitation par ordonnance, ce qui a des éléments positifs. Ça a permis d'aller plus vite et de le faire. Ça a permis aussi au Parlement, et je pense notamment au Sénat, d'inscrire en dur dans le texte d'habilitation un certain nombre d'éléments essentiels. Mais ça a un élément négatif, c'est que le Parlement se voit ainsi lui échapper un certain nombre de débats qui sont pourtant essentiels. Et c'est de cela que l'on parle aujourd'hui, un an après. Dans ce cadre, la mission du régulateur, elle est claire. On a été créé par le Parlement en 2009, il y a 10 ans, pour, je cite, accompagner l'ouverture à la concurrence et pour, je cite encore, garantir l'accès de tous les opérateurs aux infrastructures essentielles dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Le rôle du régulateur, c'est donc de s'exprimer sur tous les textes qui concernent ces missions et dont il est saisi. Depuis un an, nous avons été saisis des 4 ordonnances que vous aviez décidées dans la loi. Il y en avait 2, une à 6 mois, une à 9 mois après le vote de la loi, et 2 qui sont intervenues, dont la dernière, une sur les systèmes d'interopérabilité et de sécurité, dont on ne va pas parler, quoique on est un peu sur des domaines techniques, mais ce n'est pas rien. Et la dernière sur la gouvernance, qui a été évoquée à la fois par M. Saint-Jour et par les autres interlocuteurs. Parallèlement, l'ARAFER poursuit un certain nombre d'autres chantiers qui sont ordinaires pour l'autorité, mais qui sont en lien avec l'ouverture du marché. Je pense par exemple à la tarification, les péages, l'accès au réseau et les installations de services, puisque aujourd'hui, il faut le savoir, toutes les installations de services sont gérées par SNCF Mobilité, donc par une entreprise ferroviaire, celle qui est en place, et que tous les nouveaux entrants devront au moins pour quelque temps faire appel à ces installations de services pour pouvoir entretenir leur matériel. Donc, il y a une exigence, le président Maurey l'a rappelé, il faut être prêt. Les SLO commerciales, décembre 2020, et les TER, depuis 2019 jusqu'à 2023, le choix est laissé aux régions ou d'attribuer directement ou d'ouvrir à la concurrence. Le choix a été fait pour l'essentiel. À partir de 2023, il y aura une obligation pour les TER de mise en concurrence.
Quelle est la méthode qui est utilisée par l'ARAFER? L'ARAFER n'est pas pour la concurrence, elle n'est pas contre la concurrence, elle est là pour l'accompagner. Et la concurrence a été décidée au niveau européen, transposée au niveau du droit français. Nous sommes là pour l'accompagner et pour veiller à ce qu'elle soit équitable. Et pour le faire, c'est une méthode à laquelle je tiens beaucoup, il y a nécessité du dialogue avec tous ceux qui sont concernés, de l'État, l'exécutif, à l'ensemble des opérateurs, en passant naturellement par l'opérateur et le gestionnaire d'infrastructure, le dialogue, l'écoute et derrière la décision, la régulation et voire la sanction, puisque le législateur nous a donné un rôle de sanction qui peut aller de la mise en demeure au règlement de différend jusqu'à la sanction financière, sanction à laquelle nous n'avons jamais eu appel depuis la création de l'ARAFER. Donc, 1 an après la promulgation de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, tout est-il enfin prêt pour l'ouverture à la concurrence? Je le redis, un certain nombre de jalons ont été posés, mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. À la lumière du célèbre adage « le diable est dans les détails », je ne crois pas qu'il faille considérer que tout est prêt et réglé aujourd'hui. Et si cette réforme ferroviaire était indispensable, incontournable, il existe encore aujourd'hui des obstacles importants, des nombreux défis pour que cette ouverture soit effective et que le système de transport ferroviaire en recueille tous les bénéfices. Je le rappelle, partout en Europe où l'ouverture du marché a été faite, partout, cela a conduit à une montée en puissance du transport ferroviaire, en nombre de kilomètres passagers, en nombre de personnes qui ont utilisé le train. Dans notre pays, sur 1000 milliards de kilomètres, j'arrondis, effectués en transport tous les ans par les citoyens, il y en a 10% qui prennent le train. Il semble que nous soyons sur, M. Saint-Jour l'a signalé, sur une augmentation. On peut s'en réjouir, mais si on pouvait se dire que l'objectif d'aller à 11, à 12, à 13, à 14 ou à 15% était un objectif qu'on se fixe, ce serait, je pense, une excellente chose. Et l'ouverture à la concurrence peut être un levier en qualité de service, en quantité et en développement du ferroviaire tout à fait essentiel si l'on regarde ce qui s'est passé chez nos voisins européens. Je le pense, il n'y a pas de confrontation entre les acteurs qui sont autour de cette table, ni entre la SNCF, la DGITM, les opérateurs alternatifs, appelons-les comme ça, Monsieur le Président Steinmetz, ou l'ARAFER. Il y a une volonté qui doit être partagée de mettre en œuvre ce que le législateur a voulu, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui différentes approches sur un certain nombre de questions. Moi, je veux le dire, on travaille naturellement aussi au niveau européen, et je veux le dire, j'ai rencontré récemment à 2 reprises le régulateur allemand, puisque c'est le modèle qui a servi de base au système vertical qui a été décidé à la surprise générale quand même par le gouvernement à un certain moment, maintenir un système verticalement intégré, l'opérateur historique jusqu'au gestionnaire d'infrastructure. J'ai rencontré le régulateur allemand, le système est le même, à peu près là-bas. Il m'a dit quand même qu'il y avait 40 contentieux en cours, dont certains portés par des filiales de la SNCF, sur le manque d'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. Une partie d'entre eux, pas tous, sur le manque d'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. Donc ce que nous disons, c'est que tout ce qui pourrait être anticipé, tout ce qui pourrait être calé aujourd'hui, évitera pour l'avenir un certain nombre de contentieux. Et c'est ce à quoi nous nous attachons en nous fondant sur le droit européen et sur la lecture que nous faisons du droit français, notamment de la réécriture qui a été faite par les assemblées du Code des transports. Donc quel bilan?
Je vais essayer de le faire rapidement, Monsieur le Président, pour que nous puissions échanger par la suite, donc de ne pas entrer dans les détails. Je l'ai dit, le principe essentiel, intégration verticale. Donc, des sociétés anonymes qui sont verticalement intégrées et qui posent immédiatement une question, c'est celle de la place, de l'autonomie, de la muraille de Chine, qu'évoquaient les parlementaires dans la loi de 2014, qui doit être dressée entre celui qui gère l'infrastructure, qui attribue les sillons, qui permet aux opérateurs de rentrer, et l'opérateur historique, la SNCF, pour ne pas la nommer, qui fait partie du même groupe économique, du même ensemble. C'est l'une des questions essentielles à laquelle nous nous sommes attachés de répondre à travers nos avis sur les 4 projets d'ordonnance et sur les décrets qui nous ont été soumis. 3 sujets de vigilance. 3 sujets. Je les développerai, si vous le souhaitez, par la suite, mais 3 sujets de vigilance. Les garanties d'indépendance. J'y reviens, c'est le premier sujet, car quand on est dans un groupe verticalement intégré, que la holding de tête désigne un certain nombre d'administrateurs de réseau, que l'État en désigne un certain nombre d'autres, et que le fait que les 3 administrateurs désignés par la holding de tête puissent constituer une minorité de blocage sur un certain nombre de décisions qui ne figurent pas dans les textes aujourd'hui, mais qui sont renvoyées à un décret, l'indépendance pose question. L'indépendance pose question. Et c'est ce que nous disons, le développant, dans un certain nombre de nos avis. Nous le réitérons, puisque plusieurs avis que nous avons émis portent sur la gouvernance de réseau. Deuxième question que je pourrais évoquer, vous avez évoqué, Monsieur le Président, l'avis qui doit être conforme de l'ARAFER sur la désignation du président de réseau. Il se trouve que dans les textes actuellement, il peut parfaitement y avoir à réseau un président et un directeur général dans l'avenir. Et que si c'était le cas, nous n'aurions pas notre mot à dire sur le président. Nous aurions notre mot à dire sur le directeur général, uniquement. Question, encore une fois, sur le choix et l'indépendance du président qui pourrait être choisi sans avis conforme de l'ARAFER. Et cette idée, c'est vrai qu'il y a des éléments positifs, puisque, par exemple, sur les fonctions essentielles qui concernent les sillons, leur attribution, la tarification, les membres de la holding qui siègent au conseil d'administration doivent se déporter. C'est quand même la moindre des choses. Mais le fait de pouvoir constituer une minorité de blocage sur des décisions dont on ne connaît pas aujourd'hui la nature, ça pose réellement un problème sur ce que sera l'indépendance de réseau. Première question. Deuxième question, c'est la question du décret donné. Nous avons eu un échange, après notre avis, avec les services du ministère, un échange franc et, je l'espère, constructif. Parce que nous pensons aujourd'hui que ce décret, d'abord parce qu'il est extrêmement précis sur la liste qu'il faut fournir. Et comme il est précis et exclusif sur les données qu'il faut fournir, si les régions, les AOT, ont besoin d'éléments supplémentaires pour constituer leur appel d'offres, l'opérateur sortant, qui est aujourd'hui la SNCF, mais qui pourra être demain, dans 10 ans, un autre opérateur, il dit « Ah non, c'est pas dans le texte, nous, ce qu'on a à vous donner, voilà, c'est bouclé ». Et donc, nous pensons, nous, qu'il faut ouvrir la possibilité pour les AOT, pour les régions, d'en demander davantage. Deuxièmement, sur ce décret donné, il y a la question du carnet de maintenance actualisé. Certes, il y a le carnet d'entretien constructeur, mais il y a tout l'historique de ce qui a été fait. Moi, je peux comprendre qu'un opérateur, aujourd'hui la SNCF, demain un autre,
disent « Oui, mais nous, on a des petits secrets qui font qu'on fait de l'entretien préventif et qu'on change telle pièce qui touche au freinage et que ça nous permet de faire des économies. » C'est comme quand, dans les communes, au lieu d'attendre que les ampoules grillent sur l'éclairage public, on les remplace toutes d'un coup en se disant ça fait qu'une intervention. C'est possible. Mais comment est-il envisageable si des pièces qui concernent le freinage, par exemple, ont été changées et que ça ne figure pas dans l'historique qui est donné? Comment voulez-vous que l'opérateur qui va reprendre, la région va lui donner, parce que le matériel est rendu à la région, et la région le met à la disposition des opérateurs qui viendront, ou pas d'ailleurs, puisque les opérateurs pourront aussi venir avec leur propre matériel. Comment voulez-vous, et dans le cadre du dialogue, des échanges, y compris ceux qui sont en charge dans notre pays de la sécurité le disent, comment voulez-vous que les nouveaux opérateurs sachent exactement quel est l'état du matériel avec lequel ils vont faire rouler le public dans les TER? Nous pensons que de ce point de vue-là, il est absolument nécessaire, et nous ne sommes pas seuls à le dire. Tous ceux que nous avons consultés dans le cadre d'une consultation publique, qu'il s'agisse des régions, qu'il s'agisse des opérateurs alternatifs, qu'il s'agisse d'opérateurs qui ne sont pas encore sur le marché français, mais qui sont sur des marchés étrangers, nous disent il faut le carnet de maintenance actualisé. Alors, quand on regarde les textes, carnet de maintenance actualisé, ça n'existe pas. Mais quand on parle avec la SNCF ou quand on parle avec les opérateurs, le carnet de maintenance actualisé, ça existe pour tout le monde, et tout le monde sait exactement ce que ça signifie. Et le troisième sujet, et je m'arrêterai là, on pourra reprendre... Non, je ne m'arrêterai pas là, j'en dirai un quatrième, Monsieur le Président, parce qu'il concerne quand même particulièrement le Sénat qui est intéressé à ce qui se passe au niveau du territoire. Troisième sujet, c'est les barrières techniques à l'entrée. Je développe rapidement. Pour que les trains sur les lignes commerciales puissent entrer sur le marché français, il faut qu'ils puissent gérer leur système de communication et de sécurité avec ce réseau. Tous les nouveaux matériels sont aujourd'hui équipés d'un dispositif qui s'appelle le RTMS. Et le RTMS est un dispositif qu'on est seulement en train de commencer à déployer sur les lignes commerciales en France, sur les lignes TGV, notamment sur le Paris-Lyon et sur le Nice-Vintimille. Marseille-Vintimille, pardon. Oui, Nice-Vintimille, ce serait court. Hein. Sur le Marseille-Vintimille. C'est un système extrêmement performant, qui est européen. Si les véhicules qui viennent aujourd'hui en France, les nouveaux matériels, veulent entrer sur le réseau français, ils doivent disposer de deux autres matériels, un matériel embarqué, qui s'appelle, excusez-moi, le KVB, et une carte qui leur permet de régler la connexion avec le marché français, avec le marché ferroviaire, avec le réseau ferroviaire français. La capacité d'accéder à ces matériels est aujourd'hui difficilement transparente. Pourquoi ? Parce que, et ce n'est pas anormal, ce système a été développé par l'opérateur historique, par le gestionnaire de réseau historique, en lien avec des industriels, pour ne pas les nommer Alstom, que des KVB ne sont pas facilement accessibles à l'acquisition, et que les cartes en question, qui s'appellent les TVM, excusez-moi, beaucoup de termes techniques, elles sont aujourd'hui fabriquées par mobilité. Et c'est pas anormal que la gestion de ça l'ait été jusqu'à présent. Mais voir comment l'accès va pouvoir être favorisé dans l'avenir pour ceux qui voudront entrer est une vraie problématique. Il y a des compagnies étrangères qui n'ont pas ces difficultés. Je parle par exemple de Trenitalia ou la Renfe, qui ont des accords déjà avec la SNCF, mais les autres qui voudraient venir doivent pouvoir voir cette barrière technique à l'entrée levée. Le dernier sujet que je veux évoquer, il concerne le TER et une question qui nous préoccupe en permanence, qui est celle de la tarification, des péages. Nous avons à donner un avis conforme sur les péages et nous n'avons pas donné d'avis conforme cette année sur les péages
qui sont imputés aux régions dans le cadre de la tarification. En gros, pour que vous ayez une idée, sur les petits 6 milliards de péages perçus par réseau chaque année, 3,6 milliards viennent des régions. En fait, j'ai tort de dire viennent des régions, parce qu'elles viennent en grande partie de l'État, à travers une redevance d'accès qui est payée par l'État, qui fait un petit peu plus de 2 milliards, un coût net d'accès à l'infrastructure qui est d'un peu moins de 500 millions, et une redevance de marché. C'est sur cette redevance de marché que nous avons refusé la proposition qui était faite par Réseau, qui, au lieu d'augmenter comme l'ensemble des autres redevances de marché sur le réseau national, augmentait plus fort pour les régions. Cette question est une vraie question, puisque le critère à travers lequel nous acceptons ou non les redevances est un critère de solvabilité, la capacité pour les entreprises ferroviaires et le marché aval de prendre en charge cette redevance de marché qui fait un peu plus de 1,1 milliard, presque 1,2 milliard. C'est une question bizarre parce que, s'agissant des TER, ce sont des services publics. Et par définition, un service public, on ne pose pas la question de sa solvabilité, puisqu'il est décidé politiquement par ceux qui veulent. Et je l'ai dit à la ministre, mais je le redis devant le Sénat, ce serait très bien d'avancer sur cette question pour ne, chaque fois qu'on voudra faire l'équilibre financier d'un service public, en demandant à l'ARAFER de considérer qu'un tarif de péage est une variable budgétaire, on dira non. Parce que nous, on valide des tarifs s'ils sont justifiés. Et la justification budgétaire n'est pas pour nous une justification. La justification, elle doit être la solvabilité. Et donc là, il y a une vraie question qui nous concerne tous et qui me semble être importante pour les élus nationaux représentants du territoire, car il faut bien avoir en tête ces chiffres, c'est plus de la moitié des ressources de péage de réseau, et il y a là une vraie question qu'on ne doit pas traiter en termes budgétaires, mais qu'on doit traiter en termes de politique publique et de volonté politique des autorités organisatrices de transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Papinutti, qui va certainement... Vous m'entendez là, à présent qui va certainement évoquer un certain nombre de sujets qui ont été cités précédemment, notamment sur la question du décret que l'on attend sur la communication des données, qui est, vous l'avez compris, quelque chose qui n'est pas anodin. Sur la gouvernance, j'allais dire que malheureusement, l'ordonnance a été prise. Il reste les décrets statutaires. Voilà. On aimerait quand même savoir, accessoirement, en tant que parlementaire, quand est-ce qu'il est prévu que cette ordonnance soit soumise à ratification, parce que là aussi, on n'a pas d'éléments sur ce sujet. Voilà, je vous laisse intervenir et puis on aura l'occasion d'échanger ensuite. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Peut-être quelques points en mon propos introductif que je voulais rajouter, parce qu'on en a un peu parlé, mais en tout premier lieu, quand même, cette réforme, c'est pas une seule réforme. Je crois que Bernard Romand l'a bien rappelé, c'est plusieurs réformes à la fois, dont peu étaient peut-être imaginables il y a encore 2 ans ou 2 ans et demi. Je voudrais en dire quelques-unes, parce que pour nous... il y a évidemment la garantie du sous-investissement à trouver des solutions. Je crois qu'on en a parlé un tout petit peu et on en reparlera évidemment. La dérive financière du système. Et dans le nouveau pacte, pour moi, il y avait 4 axes. La construction d'une nouvelle SNCF, et on en parlera largement. Ce débat continue sur l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure qui est imposé par le 4e paquet ferroviaire. Et la nécessité de renforcer l'intégration pour éviter les cloisonnements et gagner en efficacité. Alors, sur les décrets statutaires, ils sont effectivement en cours de consultation dans les IRP, avec l'objectif de publication à l'automne. Je m'excuse, Monsieur le Sénateur, je n'ai pas la date exacte pour l'ordonnance, je n'ai pas absolument tous les éléments. Je voudrais revenir sur un deuxième point dont on a assez peu parlé, c'est la modernisation des conditions de recrutement et la gestion de l'emploi au sein du groupe public SNCF.
C'est quand même aujourd'hui un débat qui est un peu complexe parce que, juste, vous l'avez cité, je crois, quelques-uns, la négociation de la convention collective, on change de monde. Il y avait un monde statutaire et nous rentrons avec l'UTP et les organisations syndicales représentatives des personnels dans un débat plus classique de convention et donc nous y sommes particulièrement attentifs. Je peux vous dire que moi-même je réunis à peu près tous les mois tous les partenaires patronaux et l'UTP afin de bien vérifier que nous avançons dans le sujet. Particulièrement attentif pour une raison simple, c'est que nous changeons complètement le mode de réflexion des uns et des autres. C'est-à-dire à la fois des salariés aujourd'hui SNCF et d'autres salariés qui partagent les mêmes visions dans les débats. Donc on est sur un sujet compliqué. Mais nous avons vraiment l'objectif, et nous sommes très attentifs, d'aller le plus vite possible pour la fin d'année. L'amélioration de la performance, je crois que c'est un sujet assez classique, mais je voudrais bien qu'on n'oublie pas que nous avons, il y a l'effort de désendettement que supporte l'État de 35 milliards d'euros, qui donc doit avoir son pendant, y compris dans les comptes de réseau et dans l'efficacité et la performance. C'est quelque chose sur lequel nous on pourra revenir assez facilement. J'espère d'ailleurs, et on le voit parfois avec la robustesse de l'exploitation qui s'améliore, des premiers signaux positifs, pas que pour les régions, pour l'usager ou pour le client plus général. Et bien sûr l'ouverture. Alors sur les points qui régulièrement ont été abordés, il y a un débat effectivement sur la transmission d'informations et sur l'existence ou pas dans le texte, dans la formulation européenne des carnets de maintenance actualisés. C'est aujourd'hui au Conseil d'État. J'ai moi-même encore des versions sur mon bureau à relire attentivement et j'écouterai en une fois de plus avec beaucoup d'attention tout ce qui est dit ici sur ce sujet. Je rappelle aussi qu'il y a quand même la présence de l'EPSF sur un certain nombre de ces sujets qu'on doit garder aussi en mémoire, c'est-à-dire que des modifications de stratégie d'entretien ne se font pas uniquement par l'opérateur et par celui qui est chargé de la maintenance, mais doit être évidemment validé par le PSF. Donc je crois qu'il faut qu'on retrouve aussi cette articulation à tout moment pour être garanti que dans la suite, un peu comme dans l'aérien d'ailleurs, on a un sujet de place. Mais je vous garantis une chose, c'est que nous sommes parfaitement en train de rechercher l'équilibre par rapport à tout ce qui peut être dit sur le sujet, mais je voudrais redire quand même cette place de l'EPSF importante. Autre sujet, je voudrais dire que moi aussi je me félicite de voir qu'il y a Flixtrain, il y a Tello, il y a la Renfe, il y a des nouveaux entrants qui, à côté de votre travail, et nous-mêmes, nous avons ouvert à la concurrence, nous avons préparé un appel d'offres sur Nantes, Bordeaux et Nantes-Lyon. Donc c'est vous dire qu'on est tous là-dessus très attentifs. Bon, après, je peux répondre directement à quelques questions. Je n'ai pas les réponses complètes, parce qu'il y a quelques sujets extrêmement techniques. Bernard l'a rappelé sur les sujets techniques, mais franchement, voilà, mon premier jet. Bien, merci. Je vais donner la parole à un certain nombre de mes collègues qui ont déjà exprimé le souhait de vous poser des questions aux uns et aux autres, et vous pourrez en même temps en profiter pour vous répondre. Moi, je voudrais quand même vous dire, monsieur le directeur, qu'on a quand même le sentiment que l'ouverture à la concurrence, c'est un combat. Ça a été un combat pour arriver à ces textes, et aujourd'hui c'est un combat, et c'est pas pour rien qu'on a organisé une table ronde sur ce sujet. C'est un combat parce qu'on a le sentiment que la volonté du législateur, elle n'est pas toujours respectée. Le combat sur les données, on l'a eu pendant les débats, on l'a eu en bras de fer, je mesure et j'assume l'expression, avant la CMP, notamment la question de l'indépendance des dirigeants au sein du groupe SNCF. Ça a été un point dur de la CMP à l'époque. La question des données, ça a été aussi un point dur des débats législatifs. Et comme par hasard, après que la loi est promulguée, au moment où on met les mesures d'application en œuvre, que ce soit la directive ou les décrets, on retombe sur ces points durs. Donc on a quand même le sentiment que l'État
a quelques difficultés par rapport à ces points essentiels d'ouverture à la concurrence, qui sont encore une fois la communication des données et l'indépendance de la SNCF, et notamment des SNCF Réseau par rapport aux autres opérateurs. Voilà ce que je voulais dire avant de donner la parole à mes collègues. Et j'aimerais, puisque vous venez de nous dire que vous tiendriez compte de ce qui serait dit ce matin, que ça entre dans une oreille, mais que ça ne sorte pas par l'autre. Monsieur le Président Saint-Jour disait tout à l'heure que les parlementaires seraient associés à la structure SNCF. Non, malheureusement, c'est faux, parce que contrairement à ce qu'on nous avait promis... On parlait des comités de parties prenantes. Oui, justement, c'est bien ça le problème, parce que contrairement là aussi à ce qu'on nous avait promis, le Parlement n'est pas représenté au conseil d'administration d'SNCF Réseau. On nous propose d'être dans un vague comité Théodule. Donc voilà, donc vraiment, malheureusement, c'est pas parce que la loi a été votée que le combat n'est pas terminé. Le combat, il continue, et c'est pour ça que j'ai tout à l'heure, heureusement qu'on a l'art à faire pour nous aider, parce qu'on se trouve quand même, je pense que les opérateurs et les régions au moins vont approuver mon propos, c'est déjà ça, oui. On se trouve quand même, et mes collègues, donc tout va bien, tant pis pour ceux qui ne l'approuveraient pas, dès lors qu'il y a une large majorité qui me soutient, on est quand même dans un combat permanent. Voilà, Monsieur Chevrollier a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président, merci aux intervenants. Effectivement, dans le cadre de vos différents exposés, vous avez évoqué les enjeux de l'ouverture à la concurrence et la nécessité d'avoir un travail sur la qualité des services, la maîtrise des coûts, l'amélioration de la performance. Moi, je voudrais vous interroger tous sur la question qui doit être aussi la conséquence de l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire... au-delà de la qualité du service, c'est la baisse des prix et rendre l'accès au transport ferroviaire accessible à un plus grand nombre, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui pour nos concitoyens. Les prix à la SNCF, on est souvent interpellés par nos concitoyens sur des prix élevés, même si la SNCF a mis en place le Ouigo, a mis en place aussi un certain nombre de cartes avec des avantages, mais il semble que cela ne suffise pas. Les Ouigo sont pas en quantité suffisante et les cartes ne semblent pas présenter d'avantages suffisamment importants. Donc il y a aussi des écarts de prix assez importants en fonction des trajets. Donc il y a beaucoup d'incompréhension, même si c'est peut-être pas le cœur du sujet. Mais enfin, je trouve que la question du tarif ferroviaire n'a pas été du tout évoquée dans vos interventions. Et ça me semble pourtant un point important à l'heure où on veut favoriser la mobilité par le train. Donc votre analyse sur cette question tarifaire. Merci. Alors, c'est la SNCF qui répond sur les tarifs. M. Chevrollier aurait pu rajouter un petit couplet aussi sur la qualité du service, parce que même si le président Saint-Jour a dit que tout le monde était content de la SNCF, c'est pas vraiment ce que j'entends autour de moi, ce que je lis dans la presse et ce que vivent au quotidien un certain nombre de mes collègues ici présents. Monsieur le Président. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les chiffres s'amélioraient et qu'effectivement, sur les premiers mois de 2019, nous sommes à des niveaux de régularité vraiment inconnu depuis 15 ans. Mais c'est encore une fois perfectible, c'est évident. Sur les prix... Je vais vous emmener à la gare de Bernay. Sur les... Pardon ? Monsieur Fouché, ne soyez pas encore plus insolent que moi, s'il vous plaît. Ça m'est réservé d'être désagréable. Monsieur le Président Saint-Jour. Oui, sur les prix, ça me paraît effectivement un sujet absolument essentiel. Depuis 2015, les prix n'ont pas augmenté. Les prix n'ont pas augmenté. Les tarifs TGV que vous évoquez n'ont pas augmenté. C'est même l'inverse. Parce qu'effectivement, avec l'introduction de Ouigo, les prix d'un voyage TGV ont baissé de 6% depuis. Alors, vous évoquiez ce sujet-là en disant il faudrait plus de Ouigo. C'est ce qui est prévu, puisque nous comptons faire porter la part de Ouigo dans la grande vitesse de 10% l'année dernière à 25% dans 2 ans. Donc on est bien dans cette dynamique de baisse du coût pour le voyageur de la grande vitesse. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et ça marche d'ailleurs. Parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui montent dans les TGV. Et c'est vrai pour les TGV entre guillemets normaux, et c'est vrai, bien sûr, avec une très forte expansion pour Ouigo.
la preuve, c'est que 60% des gens qui montent dans les Ouigo n'auraient pas pris le train. Et donc c'est vraiment une expansion de la grande vitesse mise à disposition des personnes. Ensuite, effectivement, c'est sur Ouigo comme d'ailleurs sur le TGV, suivant le moment où vous prenez votre billet par rapport au départ du train, par rapport à l'heure de départ du train, le prix n'est pas le même à tout moment. Mais globalement, le panier moyen payé par un voyageur de TGV en France aujourd'hui, il a baissé. Il n'a pas augmenté, il a baissé. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile à démontrer puisqu'il y a toujours quelqu'un qui effectivement a pris son billet au dernier moment pour partir le vendredi soir en week-end ou pour partir le lundi matin pour rejoindre Lyon à Paris. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'essentiel des voyageurs de la grande vitesse, puisque, comme je le répète, le panier moyen a baissé de 6%. Donc voilà, et en plus, ça va continuer, puisque, je vous le dis, la part de Ouigo va fortement augmenter. Nous sommes en train, et c'est un sujet pour les dessertes, nous sommes dans les sillons disponibles, nous sommes en train de vraiment rendre l'expansion Ouigo de plus en plus rapide. Vous avez vu que nous lançons le Paris-Toulouse, qu'il va y avoir le Paris-Montpellier en décembre, que nous avons ouvert les gares parisiennes à Ouigo pour justement faciliter cet accès à la grande vitesse pour tout le monde plutôt que d'aller à Massy. Donc vraiment, nous sommes dans un dispositif dynamique et avec baisse des prix. Je le disais aussi sur la partie TER, on est avec un dispositif où comme nos coûts vont baisser, nous serons capables, avec les autorités organisatrices qui fixent les tarifs, nous pourrons aussi, si l'autorité organisatrice choisit de le faire ainsi, baisser les prix si c'est nécessaire. Donc voilà dans la situation dans laquelle nous sommes par rapport à ce sujet absolument essentiel pour nos compatriotes que du prix du voyage ferroviaire. Plus globalement, on disait, ce serait bien, Monsieur le Président de l'ARAFER, ce serait bien d'augmenter la part du ferroviaire, etc. Nous avons pris l'engagement au sein de la SNCF d'augmenter cette part du ferroviaire et de la faire croître de 15%, pour les voyageurs et 17% pour le fret, entre maintenant et 2025. Alors on peut toujours considérer que ce n'est pas suffisant, mais c'est bien un objectif et un engagement que nous avons pris à la SNCF. Monsieur Tabarot, vous vouliez intervenir? Oui, juste sur la partie TER, pardon, sur la partie coût du TER après la réponse du président Saint-Jour sur la partie TGV. Sur la partie TER, il faut reconnaître, avant cette loi, l'augmentation significative du coût du TER. Alors bon, peut-être contester les calculs, mais enfin je crois qu'on était pratiquement ces dernières années, sur les 10 dernières années, à plus de 60%, ce qui fait qu'on se retrouve, alors en moyenne sur le TER en France, le coût du train kilomètre est environ de 25 €. Bon, dans ma région, c'est le top, c'est 28 €. Je vous rappelle qu'en Allemagne, c'est 16 €. Donc cette loi que vous avez votée l'an dernier n'est pas, à mon avis, totalement inutile, bien au contraire. Et je pense que ça pourra améliorer les choses. Pour autant, si je parle de cette question aussi, c'est qu'on est en train, les régions, de se faire taper sur les doigts très fortement par la Chambre régionale des comptes et par la Cour des comptes. On a été tous audités par les magistrats des chambres régionales des comptes et il y a eu une compilation des rapports de la Cour des comptes où on nous reproche notre politique tarifaire trop généreuse ou quelquefois de subventionner des lignes qui n'ont pas suffisamment d'usagers. C'est une responsabilité, un choix qui est compliqué, à la fois avec des coûts qui augmentent et j'espère que ce sera plus le cas après enfin l'ouverture concrète à la concurrence après tous ces décrets et tous ces appels d'offres qui seront lancés. Mais aujourd'hui, la situation se pose et on est tenaillé entre les usagers qui, à juste titre, ne veulent pas d'augmentation de leurs abonnements ou du prix du TER et d'un autre côté, les chambres régionales qui nous reprochent d'être trop généreux pour les usagers. Vous êtes d'accord, monsieur, pardon, vous êtes d'accord que dans les conventions que nous avons signées, le coût kilomètre baisse et que l'on est bien dans une dynamique... Va baisser, oui.
les conventions que nous avons signées, il y a des bonus-malus si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc on est bien dans une dynamique de baisse des coûts qui permet à la décision évidemment de l'autorité organisatrice de baisser les prix. Mais ça vient après une dynamique de hausse des coûts, Monsieur le Président. Oui, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Roman. Oui, pour répondre à Monsieur Chevrollier. Quand on fait des comparaisons internationales sur les lignes commerciales, après je dirais 2 mots des lignes TER, sur les lignes commerciales, lorsqu'on fait des comparaisons internationales, la France n'est pas mal placée. Si on fait des comparaisons avec des situations extrêmes, je prends le Japon, qui est toujours présenté comme, avec son Shinkansen comme le modèle des modèles, on est quasiment 3 fois moins cher au kilomètre que les Japonais. C'est une autre culture, c'est une autre façon d'appréhender le train, mais c'est une autre qualité de service aussi. Mais c'est pour faire la comparaison. Et dans le coût des lignes commerciales du TGV, au-delà de la formidable réussite de Ouigo, en termes de nouveau public qui va vers le nouvel usager qui va vers le train, vers le rail, il y a une masse de péage qui est aujourd'hui de 35 à 40%. Sur le coût global du TGV, 35 à 40% aujourd'hui vont au péage, donc à réseau. Est-ce qu'on peut faire moins? Oui, bien sûr, on peut faire moins en sortant de la logique malthusienne dans laquelle on est. Il vaut mieux plus de trains qui payent moins de péage, c'est la même recette pour réseau, que moins de trains plus gros qui payent plus de péage. Et on était dans cette logique malthusienne, je vous en donne une illustration. La réglementation européenne veut que le prix d'entrée sur le réseau ferré, et ce que doit coûter le péage minimum, c'est la redevance de circulation, c'est-à-dire le coût d'usure des rails, tout simplement. La France était un des rares pays à considérer qu'un train double rame à étage était un train et payait la même chose qu'un train simple sans étage. Ça veut dire que le poids qui a une conséquence directe sur l'usure des rails n'était absolument pas pris en compte. C'est dans un travail de co-construction avec Réseau que nous sommes arrivés à introduire la tonne-kilomètre dans le coût de la redevance de circulation. Mais tout ça, ça procédait d'une logique qu'on est en train d'inverser culturellement. Quand je dis « on », c'est pas leur affaire, hein, c'est « on », le monde des transports par rail, y compris la SNCF. L'objectif, c'est quoi? Plus de trains. Le RTMS conduit à ça. Hein. Le Marseille-Vintimille devrait permettre, et l'été ce sera loin d'être inintéressant, de, je dis doubler pour ne pas être au-delà de la vérité, mais davantage le trafic sur cette ligne, parce que les systèmes de signalisation permettront d'aller beaucoup plus vite. Donc il faut sortir de cette logique malthusienne. Et pour le TER, c'est un choix de politique publique. Hein, il y a des villes qui, sur leur transport urbain, ont décidé de faire la gratuité. Je ne me prononce pas sur ont-elles raison, ont-elles tort, mais il y a des régions qui pourraient décider que le TER est gratuit. Pourquoi pas? C'est une politique publique, c'est elles qui décident le niveau qu'elles veulent mettre. Philippe Tabarot disait en Allemagne c'est moins cher, dans certains landes c'est beaucoup moins cher, dans certains landes c'est beaucoup plus cher, parce que les landes décident de donner moins de subventions publiques et les usagers plus de contributions. Et donc, et puis il y a une dernière chose, mais ça aussi, merci aux législateurs et à l'exécutif de l'avoir engagé, 30 milliards d'investissements de travaux nécessaires pour remettre le réseau en état. Parce que pendant des décennies, 2 décennies, on a investi dans les TGV et on a délaissé l'entretien des 30 000, 28 000 kilomètres de ligne. Et donc, il est clair que ces travaux pèsent aussi sur la qualité de service. Donc, et quand je dis la qualité de service, c'est aussi la fiabilité et donc l'attractivité du TER. Donc tout ça, ce sont des chantiers que l'on mène ensemble. L'élément positif, c'est qu'on peut les mener maintenant. Parce que la dette de réseau, l'engagement de l'État, qui doit être confirmé dans le contrat de performance pour poursuivre la rénovation du réseau, le faire à bon escient, hein, le faire à bon escient,
et ça c'est quelque chose d'important à dire, il faut arrêter d'investir des dizaines de millions d'euros pour électrifier des lignes qui transportent quelques dizaines de passagers par semaine. Je ne dis pas qu'il faut les fermer, il faut sans doute les maintenir. Ça, c'est un choix qui appartient aussi aux AOT. Mais l'intérêt socio-économique des investissements doit être mesuré chaque fois qu'on fait des investissements sur une infrastructure qui est un bien public, c'est un bien d'État. Donc voilà, pour essayer de... La qualité de service, je vais vous dire parce que ça se dit, il va y avoir des nouveautés avec l'ouverture à la concurrence. Par exemple, je vous donne un seul exemple. La SNCF fait des Ouigo et des Inouï sur des lignes commerciales. Et donc, deux publics différents, avec des motivations différentes, avec fait aussi le yield management, c'est-à-dire le yield qui permet d'avoir, quand on commande 3 mois à l'avance son billet, on l'a 3 fois moins cher que quand on le commande dans les 3 derniers jours. Et ça se fait dans tous les modes de transport. L'aérien est très connu pour ça. Si vous voulez partir en vacances en juillet 2020, réservez votre billet d'avion maintenant, vous le paierez beaucoup moins cher que si vous l'achetez dans le mois qui précédera. Pour le train, c'est pareil. Mais, excusez-moi, j'ai perdu le fil de... Oui, non. Je disais, Trenitalia, en Italie, et ils reproduiront sans doute le modèle en France, feront des trains à 4 classes. Ils n'auront pas un Ouigo et un Inouï, ils feront des trains à 4 classes. C'est-à-dire le low cost, un certain nombre de places, la classe éco, normale, la classe affaires et la super classe affaires pour les hommes d'affaires qui veulent travailler, qui veulent avoir tous les services possibles dans un train, y compris les lieux d'accueil, de réception. Tout ça, c'est des aiguillons qui vont conduire les uns et les autres à se dire comment je réponds à des nouvelles clientèles, comment je fais mieux pour ceux qui font le Paris-Lyon uniquement pour le travail tous les jours. Bon, voilà. Et les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer. Bien, merci. Et voilà pour cette table ronde du Sénat sur l'application du projet de loi pour un pacte ferroviaire. Les nouveaux opérateurs du rail dénoncent un problème d'équité salariale avec la SNCF, opérateur historique. L'autorité de régulation du secteur, l'ARAFER, pointe, elle, un manque d'indépendance du gestionnaire d'infrastructure, SNCF Réseau, qui devra arbitrer entre tous les opérateurs. La SNCF, de son côté, rejette en bloc toutes ces critiques et assure qu'elle se battra pour remporter les futurs appels d'offres. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Tous nos programmes sont accessibles sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.